bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai dû faire des choix. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Il faut faire des choix et en lecture, on a tellement de possibilités de lecture, de sagas à lire, etc. que en ce moment, je suis un petit peu débordée dans ma pile à lire, enfin dans toutes les lectures qui me restent à lire dans ma bibliothèque, que je me suis dit qu'il fallait que je trie un petit peu plus les sagas que j'allais continuer et les sagas que je n'allais pas continuer. Donc dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous présenter les sagas que je ne vais pas continuer parce que c'est pas forcément négatif d'émettre un avis négatif du coup. Au contraire, en fait, ça peut vous aider quand même à savoir vraiment les lectures qui vont vous plaire ou non. Et même si ça a été un point négatif pour moi, peut-être que ça va être quelque chose que vous adorez et que bah quand même ça va vous aider à vous laisser tenter ou non par des lectures. Ou même par exemple si vous hésitiez à acheter une série, bah le fait que je l'arrête et que je vous explique pourquoi, peut-être que ça vous évitera vous de dépenser de l'argent dans un livre qui ne vous plaira peut-être pas. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Il me semble que j'en ai 10 ou 11. C'est quand même pas mal. Alors les deux premières, je vais passer assez vite parce que une des prochaines vidéos, ça va être un update lecture donc de mon mois de février et ces deux-là en font partie. Donc je vais pas vous en parler trop aujourd'hui, étant donné que je vais beaucoup plus vous développer mon avis dessus dans la prochaine vidéo. Je commence la vidéo en ne sachant déjà pas comment parler, donc je sais pas comment je vais la terminer, mais on a d'un côté donc Cinder qui est une dystopie de réécriture de contes. Alors je suis dégoûtée parce que j'ai beaucoup aimé le principe de réécriture de contes, mais malheureusement pour moi là c'était trop enfantin, trop prévisible et je pense que je l'aurais lu il y a 5-6 ans, j'aurais adoré, mais maintenant que mon avis de lectrice s'est un petit peu plus formé depuis que j'ai vraiment repris la lecture, que mes goûts se sont beaucoup plus développés, je trouve ça un petit peu trop jeunesse pour moi et je me vois pas prioriser cette lecture par rapport à une autre, mais je vous expliquerai de manière bien plus détaillée dans une prochaine. Mais d'ailleurs, je suis hyper hypée en ce moment par contre par les réécritures de contes. Donc si jamais vous en avez à me proposer, je serais hyper preneuse. J'avoue que ça me tente trop de lire des réécritures en ce moment. Alors bien sûr, on a les contes interdits, mais pas forcément dans un univers hyper glauque, dérangeant, etc. Des réécritures quelconques, pourquoi pas, je serais hyper preneuse si vous en avez à me conseiller. Et dans un deuxième temps, alors déjà vous pouvez m'applaudir parce que du coup j'ai testé une romance un peu particulière parce que c'est une romance entre deux serial killers, mais honnêtement j'ai beaucoup aimé les moments gore où il y avait vraiment du meurtre du serial killer quoi. Mais à côté de ça, j'ai pas été transcendée du coup par l'histoire d'amour. Je trouve que on a trop survolé et vraiment les romances et même les livres avec un langage ultra vulgaire comme ça, très parlé, j'avoue que j'ai du mal. J'ai pas trouvé l'histoire très intéressante. Honnêtement, les 2-3 derniers chapitres, je les ai lus vraiment de travers. Le chapitre bonus, je l'ai passé super vite parce que ça m'intéressait pas. Et le fait que le prochain tome soit en plus sur un autre couple, bah j'ai pas été... ça me donne pas envie de lire la suite. Mais pareil, je développerai un peu plus dans une prochaine vidéo du coup. Les deux prochains livres que je vais vous montrer, c'est des sagas que je ne vais pas continuer, mais que au fait, au final, je n'ai même pas commencé. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Les reliques de Mapale. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ces lectures, c'est Moitié d'âme et Mystic City. Tout simplement parce que déjà, ce sont des livres qui ont l'air très jeunesse, que j'ai acheté d'occasion, qui me tentaient mais sans plus, et du coup, ça fait tellement longtemps qu'ils traînent qu'ils ne me tentent plus. Et surtout, c'est deux sagas où on n'a pas l'intégralité en fait de traduit. Je n'aime pas spécialement lire en anglais sauf les Harry Potter. Donc je vais même pas les commencer parce qu'en fait du coup je vais perdre mon temps avec des sagas qui ne sont même pas terminées en français. Donc je ne saurai même pas la fin, donc ça sert à rien que je perde mon temps dessus. En plus de ça, il n'y avait pas forcément d'avis ultra positif. Pareil, je vous invite à aller voir cette vidéo si jamais vous voulez connaître un peu plus l'histoire de ces livres, etc. Mais là, non, je suis pas du tout emballée. Bon, c'était les 4 sagas sur lesquelles j'allais passer vraiment rapidement. Là, celle-ci, je vais beaucoup plus les développer. Dans un premier temps, je ne vais pas continuer la saga Les Loups du Millénaire. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Donc, en gros, pour le résumer, on va suivre Sienna, c'est ça. Donc Sienna, une jeune loup-garou de 19 ans, appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter de la vie. À un détail près, marqué par un triste souvenir, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. La cérémonie de la frénésie approche
pendant laquelle chaque année les loups-garous se mettent en couple. Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Mais lorsqu'elle rencontre Aiden, l'alpha de la meute, Sienna a beaucoup plus de mal à respecter les limites qu'elle s'était fixées, d'autant plus qu'Aiden a besoin d'elle pour réaffirmer sa puissance depuis que son autorité d'alpha a été remise en question. Donc franchement c'était une saga qui me donnait vraiment trop envie parce qu'on va parler de meute de loups-garous, etc. Et à part des séries où des sagas avec des loups-garous un petit peu en second plan, où il y a plusieurs créatures surnaturelles, enfin là aussi il y en a plusieurs, mais je veux dire on allait vraiment suivre une meute de loups-garous, ça me donnait super envie, sauf que déjà c'est de la romantaisie, mais clairement c'était trop pour moi cette fois. Je trouve que l'histoire n'était pas assez développée en fait, à part cette histoire de frénésie, donc en gros tous les loups sont en chaleur pendant un certain temps, donc ils veulent tous se sauter dessus. Il n'y avait pas une grande avancée dans l'histoire, j'ai quand même continué, il est juste là avec le tome 2. Je me suis dit, allez, souvent les premiers tomes c'est jamais vraiment la folie, enfin ça arrive, mais ça peut arriver que le tome 1 soit un peu lent et que dans le tome 2 il va se passer plein de choses. Pas du tout. J'ai pas été emballée par l'histoire, j'ai pas envie de connaître la suite, je me rappelle même pas de là où je me suis arrêtée, clairement ça m'a pas du tout marqué. Et un autre point que je voudrais souligner qui m'agace un petit peu, c'est que le livre coûte 18€ pour même pas 300 pages. 270 pages pour 18€. Pareil pour le tome 2, il se passe pas grand chose dans le tome 1, il se passe pas grand chose dans le tome 2. J'ai vraiment cette impression que l'autrice a fait exprès de faire durer les choses avec des tomes tout petits pour se faire de l'argent, clairement. Parce que pour moi, il n'y a pas besoin de les séparer en autant de tomes. Je vais dire un tome de 400-500 pages à 21€, allez, si vous voulez en brocher. 22, même 23€, allez. Ça passe mieux que 2 tomes à 18€ pour à peine 500 pages. Enfin, clairement, je trouve que c'est un petit peu se foutre de la figure des lecteurs. Donc déjà, l'histoire n'était pas folle. En plus, ça m'a un petit peu rebuté, donc je ne continuerai pas cette saga. Ensuite, nous avons la saga Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, publiée aux éditions PKJ. Comme d'habitude, j'oublie toujours de vous le dire, je vous le dis une fois sur 10. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Ou est-ce que vous arrivez à le lire peut-être sur le livre que je vous montre? Je sais pas. Mais j'arrive pas à me rentrer ça dans le crâne. Alors franchement, en fait de base l'histoire j'ai beaucoup aimé. Le problème c'est que j'ai attendu trop longtemps pour lire la suite. Et maintenant je suis totalement sortie de l'histoire. Je me rappelle plus du nom des protagonistes. Je me rappelle plus réellement de ce qui s'est passé. Je me rappelle que je crois qu'elle tournait autour de 2 frères ou un truc comme ça. Ça je suis pas fan. Donc voilà, je pense que je continuerai pas cette saga. Par contre j'ai beaucoup aimé ce principe d'énigme quand même. Pour le résumer, Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans sous, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tout aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Franchement, l'histoire était sympathique, j'ai passé un bon moment pendant ma lecture. Maintenant, ouais, comme je vous dis, je l'ai terminé depuis trop longtemps, ce qui fait que je suis totalement sortie de ma lecture. J'avoue que les intrigues ne me tentent plus tant que ça. Donc malheureusement, je pense que je ne lirai pas la suite. Surtout qu'on a 3 tomes d'Inheritance Game, après on a Untold Games, après on a des livres sur les frères Hawthorne, enfin il y a je sais pas combien de livres dans cette saga, j'ai lu que le tome 1, je suis pas à fond, donc je vais pas me lancer dans 6 tomes entiers, ça me paraît pas nécessaire. Alors ensuite, nous avons le livre Caleb de Mira El-Jundir. Et de base quand je l'ai acheté je pensais que c'était un one shot en fait et qu'on allait parler en gros d'un personnage un petit peu psychopathe. Je vais vous lire le résumé pour que vous compreniez de quoi je parle. À 19 ans, Caleb Helgusson se découvre empathe. Il se connecte à vos émotions pour vous manipuler. Il vous connaît mieux que vous-même et cela le rend irrésistible, tellement dangereux parce qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer à la folie, à la mort. Sachez que ce qu'il vous fera, il n'en sera pas désolé. Ce don qu'il tient d'une lignée islandaise millénaire le grise. Même traqué comme une bête, il en veut toujours plus, jusqu'au jour où sa propre puissance le dépasse et où tout bascule. Mais que peut-on contre le volcan qui vient de se réveiller? Alors ça fait longtemps que je l'ai lu donc je me rappelle pas de tout, mais dans mes souvenirs on va plutôt partir sur une sorte de track avec un réseau qui traque du coup ces personnes qui ont des
des dons. On n'est pas énormément tourné vers ce protagoniste qui devrait être en fait un peu un antagoniste. Et au final, je le trouve pas si méchant que ça, il tourne un petit peu vers les gentils, et l'histoire autour de la traque ne m'a pas donné extrêmement envie. L'histoire autour du volcan, etc., pareil, j'ai pas été hyper tentée. Peut-être que si je l'avais lu en connaissance de cause, j'aurais été un peu plus dans le mood et ça m'aurait un peu plus plu. Là, le fait que je m'attendais pas du tout à ce style de lecture, j'ai été déçue et ça me donne pas envie de lire la suite. Et je trouve que ce côté vraiment empathe, ne ressent pas de remords, qui ne fait pas le bien autour de lui, n'est pas assez développé. Enfin, il y a certaines choses, oui, mais ça aurait pu, je pense, être beaucoup mieux fait, beaucoup mieux développé. Et ouais, non, franchement, j'ai pas été conquise par cette lecture. Alors pour ce livre, je suis vraiment dégoûtée. C'est le livre de Sang d'écume et de glace d'Alexiane Delis, le tome 1 Métamorphose, qui a d'ailleurs été publié aux éditions Michel Lafon. Donc on va suivre, je pense que ça se voit à la couverture, une histoire de sirène qui va se dérouler en France, si je ne me trompe pas. Je vais vous relire le résumé parce que c'est pareil, ça fait très longtemps que je l'ai lu. Enfin, tout est relatif, hein. Ça fait peut-être à peu près 2 ans, mais mon cerveau de moineau a tout oublié. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. Atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, la lycéenne se retrouve coincée dans le Finistère, chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent pourtant irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques plus dangereux les uns que les autres. Des êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de l'adolescente. Donc sur le papier, une sorte de petite fantaisie ou romantaisie, je me rappelle même plus trop. Je crois que c'est une romantaisie. Pas énormément développée dans le tome 1. Mais vraiment, univers de sirènes et tout, ça me donnait trop envie. Malheureusement, j'ai trouvé ça un petit peu trop jeunesse, encore une fois. L'univers des sirènes ne m'a pas transcendé. Sa manière de se transformer était plutôt sympa. Et encore, voilà, c'était pas un énorme coup de cœur. Pour vous dire, je me rappelle plus du tout de la fin, ça m'a pas marqué. Et donc je me vois pas replonger dans cet univers après autant de temps, en sachant que c'était une bonne lecture, mais que c'était pas non plus incroyable. Par contre, mais si jamais vraiment vous avez des recommandations d'univers de sirènes, alors je parle pas de pirates avec des sirènes qui vont chanter pour déstabiliser les pirates, mais vraiment des sirènes avec un univers sous-marin, je sais pas, une vibe un petit peu royaume caché, sous l'eau, etc. Mais version adulte, pas forcément romantasy, même fantasy, ça me tente trop. C'est un style de lecture que je n'ai jamais vraiment lu, à part celui-là, mais qui du coup ne m'a pas extrêmement plu, mais que j'aimerais beaucoup découvrir. Je suis vraiment hyper fascinée par tout ce qui est fond marin, toute la vie sous-marine, je sais pas, je trouve ça magnifique et en même temps terrorisant, vous voyez. Donc j'aimerais énormément trouver une bonne fantaisie dessus. Si vous en avez à me recommander, pareil, notez-les-moi en commentaire, ça me tente énormément. En ce moment, vraiment, entre pirates et sirènes, je sais pas ce que j'ai avec les univers maritimes, mais j'ai trop envie d'en lire. Mais alors je suis d'autant plus dégoûtée que c'était une autrice française. Et il y a un truc qui vient de me ressauter en tête, c'est que j'ai pas trop apprécié le fait que ça se passe vraiment dans nos océans, en Bretagne, au Finistère, non c'était quoi? Au Finistère, vraiment. Ça m'a un peu bloquée. J'étais pas très fan de ça quand même. Peut-être que ça paraît paradoxal, mais j'arrive beaucoup plus à me plonger dans un univers totalement inventé que de m'imaginer des choses surnaturelles dans notre monde à nous. Je suis pas fan de l'urban fantasy, à part quelques petites exceptions. Vous voyez ma main sur le livre maudit d'Azraël. Mais parce que encore une fois, c'est des caractéristiques de notre univers, mais avec d'autres noms sur une autre planète, etc. Donc c'est pas tout à fait pareil non plus quand même. Alors ensuite celui-là, j'avoue que je vous l'ai déjà très mal dépeint depuis le début de cette chaîne, mais c'est un petit peu le même problème que Les Loups du Millénaire. Je vais vous parler de Hadès et Perséphone, écrit par Scarlett Sinclair et publié aux éditions Hugo Roman dans la catégorie déjà New Romance et pas dans la catégorie Romantaisie. Ça veut tout dire. Après, je crois que la catégorie romantaisie n'existait pas encore à cette époque-là, peut-être. Mais quand même, en gros, on est sur une réécriture donc de l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone, le dieu des enfers, Perséphone, la déesse du printemps, si je me trompe pas. Sauf que vraiment, encore une fois, on était sur une urban fantasy. Beaucoup de smuts. Pas beaucoup d'avancées dans l'histoire d'amour non plus, franchement c'était pas hyper intéressant. Et encore moins de traces de l'univers mythologique quoi, clairement.
Pour vous lire le résumé, parce que celui-là, je n'ai presque aucun souvenir. Je me rappelle de cornes, de poker ou dans une boîte de nuit, ouais, et c'est tout. Alors, après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Donc clairement cette histoire de créer la vie, on en parle peut-être 3 minutes, et sinon tout le reste c'est... les beaux abdos d'Hadès, c'est l'énergie magnétique entre eux. Enfin, vous avez compris, j'étais vraiment déçue de ne pas retrouver réellement l'univers mythologique dedans. J'ai trouvé ça très superficiel. Il n'y avait pas du tout de profondeur au niveau des personnages, de l'univers, de tout ça. Pas assez de touches de mythologie grecque, donc c'est un non, je ne continuerai pas cette saga malheureusement, mais je pense que vous le savez depuis le début de cette chaîne, parce que je crois que dès la première vidéo, j'ai pas arrêté de vous montrer cette saga que je n'ai pas appréciée. On continue avec un livre que j'ai lu assez récemment, mais qui fait encore partie de l'univers très jeunesse, que j'avais encore une fois acheté d'occasion. Vous avez compris à quel point je me suis fait avoir à mes débuts de nouvelle lectrice. C'est Entre chien et loup. J'ai trouvé ça très intéressant si j'avais eu 14-15 ans, voilà, j'aurais beaucoup aimé, il y a de ça presque 10 ans. Mais actuellement c'était trop jeunesse, il n'y avait pas assez de profondeur dans l'univers et dans la description des sentiments. Je trouve que tout passait beaucoup trop vite, en fait à chaque fois on avait un chapitre, un événement marquant qui se passe et un gros saut dans le temps, ce qui fait qu'on n'avait pas le temps de développer les sentiments des personnages, de développer les pensées, je sais pas comment ils se remettent de telle ou telle blessure, et à chaque fois c'était ça en fait, à chaque chapitre il se passait quelque chose, un saut dans le temps, il se passait quelque chose, un saut dans le temps. Après, je pense aussi que vu que c'est pour un public jeune, l'autrice ne voulait pas choquer avec des propos, des thématiques peut-être à ne pas évoquer pour un public très jeunesse, donc c'est compréhensible. C'est pour ça que je ne lui crache pas du tout dessus à ce livre. Je trouve qu'il énonce des choses très bien. Je trouve que pour une lecture jeunesse, c'est très bien, bien que la fin peut choquer certains jeunes très sensibles, je pense. Enfin, personnellement, je me suis pas assez attachée aux personnages, encore une fois parce qu'ils étaient trop jeunes. Mais c'est simplement que je suis plus la cible adaptée. C'est pas du tout que c'est un mauvais livre. Voilà. On continue avec un des seuls livres que j'ai d'INF, que j'ai abandonné de ma bibliothèque. C'est le livre Zodiac. Encore une fois, livre d'occasion, c'était un peut-être, j'ai testé. Ça m'a pas convaincue, je comprenais pas grand chose, j'étais pas à fond dans l'intrigue. Ça a donc été écrit par Romina Russell aux éditions Michel Lafon Poche. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en gros on allait parler de zodiaque, donc d'astrologie, de fantaisie autour de l'astrologie. Sauf que je me rappelle plus de l'histoire, je vais vous lire ça. Roma, jeune étudiante du signe cancer et hantée par des visions cataclysmiques. Personne ne la croit, mais l'impensable se produit. Une des lunes de sa planète explose. Avec son mentor Mathias et Isan, l'excentrique émissaire du signe de la balance, Roma se lance dans une course contre la montre pour prévenir les autres constellations de la menace qui plane sur elle, car les 12 signes du zodiaque étaient 13 à l'origine, et le dernier attend son heure, celle de la destruction. Sur le papier, ça me donnait envie de découvrir tout cet univers avec vraiment un peuple par signe du zodiaque, avec chacun leur affinité, avec chacun leur pouvoir, etc. Mais encore une fois, je crois que c'est du jeunesse. Et en même temps, c'était assez complexe. Enfin, j'ai pas réussi à m'immiscer dans l'univers. Je pense que j'ai lu les 300 premières pages et encore, et ça m'a pas plu. Donc j'ai très vite arrêté, je me suis pas attachée au personnage. J'ai pas trouvé l'intrigue si intéressante que ça. Et quand j'ai commencé à voir que ça me créait une panne de lecture, que ça faisait 2 semaines que j'étais dessus, que j'arrivais pas à lire, je me suis dit c'est bon, je l'arrête, je passe à autre chose, ça sert à rien de persister. Je n'ai pas accroché avec l'univers, avec peut-être la plume de l'autrice, avec les personnages, enfin, il y a rien là tout de suite qui m'a marqué. Je serais incapable de vous redonner un moment précis de ce livre, je crois. Donc vraiment, j'ai même pas envie d'essayer de le relire pour voir ce que j'en pense. Il va partir de ma bibliothèque et voilà. C'est dommage parce que j'aime beaucoup cette idée d'astrologie, etc., de peuple en fonction des signes, du zodiaque. C'est très intéressant, mais pas avec celui-là.
Alors je sais que je vous ai dit que j'avais 10-11 livres à vous montrer, mais en fait là c'est le dernier où ça va être sûr et certain que je ne continue pas. Mais après j'ai 2 énormes points d'interrogation où je ne sais pas si je vais continuer ces sagas. Mais bon, chaque chose en son temps. Déjà la dernière saga que je ne vais pas continuer, c'est la saga de Tricia Levenseller, la fille du roi pirate. Et sachez que j'en suis vraiment dégoûtée, ça a été publié aux éditions Stardust. Avec les petites pages bleues, franchement ça me donnait vraiment envie. C'était la première fois que je me lançais dans une romantaisie pirate. Sauf que j'ai trouvé ça ennuyant. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'intrigue, que tout était prévisible, que rien n'était vraiment, comment dire, imaginable. Enfin, c'était pas crédible en fait tout ce qui se passait. L'autrice, elle a vraiment pris toutes les voies de la facilité. On savait ce qui allait se passer d'avance. Même les plot twists de ce que je me rappelle n'en étaient pas réellement. Et la romance, elle m'a pas trop plu. C'était trop jeunesse. Je crois que c'est du young adulte, mais pour moi c'est à la limite du jeunesse, hein, clairement. Pour les résumer, parce que je me rappelle pas de tout. Le jour où Caligan, roi pirate qui règne sur les mers, estime que sa fille chérie Alosa est devenue une véritable et redoutable pirate, il l'investit d'une mission. Mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qu'il recherche depuis toujours. Pour réussir son défi, la courageuse Alosa n'hésite pas à se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant alors la possibilité d'infiltrer leur navire. Prisonnière au milieu d'un impitoyable équipage, Alosa sait que son butin est à portée de main. Dès que ses ravisseurs tournent le dos, elle part explorer le bateau. Très vite, son plus redoutable obstacle sera Ridden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Donc, comment dire, le résumé, encore une fois, il me donne envie, hein. Mais la lecture n'était pas du tout à la hauteur de mes espérances. Alors, en effet, je pense que c'est un livre à prendre vraiment à la légère. Une petite lecture tranquillou pour souffler. C'est pas un univers complexe, c'est pas un univers prise de tête, c'est pas une romance touchante. C'est vraiment tout, comment dire, au plus simple pour ne pas se prendre la tête. Et si vous partez du principe que vous voulez un petit livre comme ça qui fait la passe entre 2 grosses séries très denses par exemple, vous pourrez peut-être l'apprécier. Personnellement, j'étais partie vraiment pour rencontrer un univers pirate, pour avoir vraiment des intrigues autour de ça, des cartes au trésor, des chasses au trésor, vraiment. Et j'ai été déçue. C'était trop simple pour moi, trop bâclé, trop survolé en fait. Donc je ne continuerai pas cette saga non plus malheureusement. Alors je dis malheureusement mais en même temps c'est bien parce que du coup en saga en cours ça m'en enlève quand même pas mal. Et j'ai vraiment envie de ne pas avoir une palle trop longue parce que je trouve que ça fait prendre la poussière à certains livres qui donneraient envie, mais le fait d'avoir trop de livres à lire, et ben il y en a certains qu'on ne priorise pas et on loupe des lectures. Alors que d'acheter petit à petit, ça permet de lire tout ce qu'on a à lire, de ne louper aucune lecture, enfin vous avez compris quoi. Je trouve pas ça hyper intéressant d'avoir 50 livres dans la palle et pourtant j'en ai beaucoup parce qu'en ce moment j'en ai acheté pas mal. Donc justement il faut que j'essaye de réduire tout ça. Et une bonne chose à faire déjà c'est de réduire les sagas en cours. Donc celle-ci ne sera pas continuée également. Alors là on est parti pour mes 2 gros peut-être. À commencer par une de mes plus grosses déceptions de l'année 2024. J'avais énormément d'espoir dans Lightlark, écrit par Alex Astor aux éditions Lumen. Comment dire, c'était censé être une sorte de Hunger Games un petit peu. Je l'ai lu il y a pas si longtemps mais je crois que j'arriverai même pas à vous faire un résumé de moi-même donc je vais vous le lire aussi. Le centennal commence. Pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Tous les 100 ans, l'île maudite de Lightlark réapparaît pour accueillir le centennal. Une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints, car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leurs peuples respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher. D'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla Callis règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le centennal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir. Y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Donc là-dessus, on est sur un triangle amoureux déjà que je n'ai pas extrêmement apprécié. J'ai pas réussi à m'attacher à aucun des personnages franchement. Et le plus gros plot twist, j'en avais deviné une très grosse partie au début du livre. J'étais sûre qu'il y avait anguille sous roche à cet endroit là avec... je peux pas vous en dire plus, je veux pas vous spoiler au cas où vous souhaitiez le lire.
Mais vraiment, ouais, la moitié du plot twist, je l'avais vu venir, même s'il y avait des petits trucs en plus. Après, la fin me donne un petit peu envie parce que on va sortir du Sentinelle, donc on va découvrir autre chose. Et peut-être que ces autres choses vont être plus intéressantes. Là, le problème, c'est que dans le tome 1, en fait, pendant tout le Sentinelle, ils ont recherché un truc. De partout, mais ils ont recherché un truc. Et c'était à chaque fois la même rengaine. Et il se passait pas grand chose. Et c'était long. Et les personnages, je me suis pas extrêmement attachée. Et les pouvoirs, les complots, bah il y en avait pas tant que ça. Donc ouais non, vraiment, j'ai pas été transcendée par cette lecture. Donc est-ce que la suite vaut le coup? Est-ce qu'on a beaucoup plus d'approfondissement de l'univers, des sentiments des personnages ou pas? N'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup parce que du coup je suis un petit peu mitigée. En même temps je me dis que bon, j'aimerais bien connaître la suite. En même temps je me dis qu'il y a tellement de livres qui me donnent plus envie que est-ce que ça vaut la peine ou pas. Et donc exactement le même problème se pose avec The Perfect Match. Je sais que je vous ai dit que je l'ai bien apprécié, que c'était une dystopie romance plutôt sympathique, mais en fait plus j'y réfléchis et moins il me tente. Moins j'ai envie de connaître la suite parce que l'univers n'était pas si approfondi que ça. Franchement j'ai déjà oublié le nom de tous les personnages alors que je l'ai lu il y a 2 mois. Je suis plus autant sûre d'avoir envie de lire la suite. Après c'est une duologie donc je me dis un autre tome c'est pas non plus super long. J'ai pas été hyper conquise par les personnages, hyper attachée à leur romance, hyper hypée par l'univers de dystopie en fait qui je trouvais très survolé. On aurait pu tellement approfondir cette histoire d'âme sœur, d'algorithme qui vient vous forcer à rencontrer votre âme sœur et toute la société construite autour et tous les dirigeants etc. Là j'ai pas trouvé ça assez approfondi donc je sais pas si j'ai vraiment envie de lire la suite ou pas. Encore une fois, vu que c'est une duologie, je me dis que ça m'engage pas à grand chose. Peut-être que je serais quand même curieuse d'en connaître un petit peu plus. Mais là, tout de suite, ouais, je sais pas. C'est vraiment, je sais pas quoi vous dire d'autre, à part je ne sais pas. Bon, en soi, ça fait quand même un sacré tri dans toutes mes lectures, là. Je sais pas ce que vous en dites, mais 12 sagas arrêtées, 2 en point d'interrogation. Ça va me permettre de me concentrer sur tout le reste dans ma bibliothèque. Et je vous avoue que je pense que c'était la bonne chose à faire, ça sert à rien de persister dans des sagas que je n'apprécie pas tant que ça, plutôt que de continuer ou de découvrir d'autres sagas que je sais que j'apprécierais beaucoup plus. Encore une fois, c'est des livres souvent que j'ai achetés au tout début de ma redécouverte de la lecture, ce qui fait que je ne connaissais plus réellement mes goûts. Je savais plus exactement ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, et plus ça va, plus mes goûts se développent, plus j'arrive à savoir si une lecture va me tenter ou non. Donc forcément, certaines des lectures que j'ai achetées au début de ma redécouverte ne m'ont pas convaincue. Et d'ailleurs, heureusement que le premier livre que j'ai vraiment relu, c'était Le sang et la cendre juste là. Parce que je sais pas, si j'étais tombée sur un livre qui ne m'avait pas plu, est-ce que j'aurais eu envie de continuer la lecture ou pas? Et je serais passée à côté de tellement de choses. Donc heureusement que je suis tombée sur une saga qui m'a vraiment tout de suite plu dès ma reprise. Et voilà, je crois que je conclurai cette vidéo là-dessus. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, je vous ai demandé tout ce que j'avais à vous demander, donc ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui sera mon update lecture de février du coup. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça m'aide énormément à développer ma chaîne. Vous pouvez également me mettre cet emoji en commentaire, j'avoue que là comme ça je ne sais pas tout de suite lequel je vais vous demander, il sera mis au montage, on verra bien. Et je vais vous laisser tranquille, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!